bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. L'aube d'une nouvelle ère en 1917. L'année 1917 marque un tournant capital dans l'histoire russe, où les vents du changement soufflent avec une intensité presque prophétique. La révolution d'octobre s'illustre comme un effondrement presque inévitable de l'ancien empire tsariste, dont les fondements, fragilisés par des décennies d'inégalités et de conflits, se sont lentement ébranlés jusqu'à leur chute. C'est une période où l'ironie du destin se manifeste, car le pouvoir tant redouté devient également, paradoxalement, un nouvel espoir pour une société en pleine tourmente. Les premiers signaux de ce bouleversement sont portés par des slogans simples et répétitifs, tels que « paix, terre, pain », qui résonnent dans les rues de Petrograd avec une force presque hypnotique. Ces mots, bien que succincts, traduisent à la fois une urgence sociale et une promesse d'une transformation radicale. L'élan révolutionnaire ne provient pas d'une élite isolée, mais d'une mosaïque complexe de groupes sociaux, parmi lesquels les ouvriers, paysans et soldats jouent un rôle crucial. Chacun d'eux incarne une aspiration différente, mais toutes convergent vers le même objectif: renverser l'ordre établi. L'ancien régime, dirigé par un tsar dont le pouvoir semblait autrefois inébranlable, s'est progressivement transformé en une figure presque caricaturale de l'autoritarisme dépassé. Nicolas II, dernier empereur de Russie, est souvent perçu à cette époque comme un souverain déconnecté, incapable d'anticiper la profondeur de la crise qui secoue son pays. Sa décision de participer à la Première Guerre mondiale s'avère catastrophique, non seulement pour le front militaire, mais aussi pour le moral intérieur, aggravant la pénurie de nourriture et le mécontentement général. La complexité politique de cette période se manifeste à travers la coexistence simultanée de diverses forces révolutionnaires. Les bolcheviks, sous la direction de Vladimir Ilitch Lénine, se distinguent par leur capacité à canaliser les frustrations populaires en un programme politique cohérent. Leur vision d'une société sans classe, bien que parsemée d'idées grandioses, est présentée comme une alternative concrète au désordre de l'ancien monde. Cependant, cette vision s'accompagne aussi de méthodes qui, avec le recul, semblent pour le moins rigoureuses et dépourvues de compromis. L'ambiance sociale est teintée d'une sorte de mélancolie et de nostalgie, car chaque avancée vers le nouveau monde est également une perte d'un passé lourd de traditions et d'histoires individuelles. L'industrialisation rapide et la collectivisation des terres engendrent autant de tensions que d'enthousiasme. Le système de soviets, organismes locaux censés représenter les travailleurs et paysans, illustre cette dualité entre l'idéal démocratique et la réalité autoritaire à venir. Sur le plan culturel, le régime naissant déploie une fascination quasi mythologique envers ses propres symboles. La faucille et le marteau deviennent des emblèmes omniprésents, évoquant un véritable culte du travail collectif. Le rouge, couleur dominante, transcende la simple palette pour devenir une sorte de code visuel inévitable dans l'espace public. Cette promotion, quasi obsessionnelle, de la symbolique révolutionnaire laisse parfois place à des exagérations presque théâtrales, soulignant avec une légère ironie cette volonté de magnifier chaque détail. Les premiers mois suivant la prise de pouvoir illustrent une bureaucratie en pleine constitution, aussi maladroite que passionnée. Les décrets fusent à un rythme impressionnant, visant à remodeler la vie quotidienne, la propriété et même la perception du temps et de l'espace. Cette frénésie législative, bien que souvent déconcertante, reflète une tentative sincère, quoique naïve, de répondre aux attentes d'une population épuisée par des années de guerre et de disette. Au fil de cette transition, la révolution prend des accents presque absurdes lorsqu'on observe certains épisodes anecdotiques. Par exemple, la tentation de renommer les jours de la semaine ou de réinventer les heures à des fins idéologiques illustre cette quête d'une rupture totale avec le passé, même si ces projets trouvent peu d'écho auprès des masses. Ces tentatives témoignent à la fois d'une créativité politique hors norme et d'une certaine déconnexion avec la réalité matérielle. La mémoire collective de cette époque est marquée par une ambivalence palpable. D'un côté,
le sentiment d'un changement profond et nécessaire. De l'autre, la reconnaissance implicite des excès et des violences qui accompagnent toute transformation radicale. Les historiens de l'époque, aussi bien que ceux du futur, s'accordent à souligner la complexité d'un régime qui mêle innovation sociale et répression politique avec une intensité peu commune. Par ailleurs, cette période révolutionnaire constitue un terreau fertile pour la propagande, dont le rôle est crucial à la fois pour légitimer le nouveau pouvoir et pour atteindre l'unité idéologique nécessaire. Les affiches et slogans, dans leur simplicité apparente, portent un message profondément structurant, souvent renforcé par une imagerie puissante et un langage répétitif. Ces outils, bien que parfois caricaturaux, participent activement à la construction d'une identité collective nouvelle. Il est intéressant de noter que malgré la gravité des enjeux, certains éléments de drôlerie émergent de cette époque. La bureaucratie naissante, en effet, donne parfois naissance à des maladresses qui prêtent à sourire, comme la multiplication des titres officiels ou les réunions interminables où la parole est aussi abondante que le café est rare. Ces scènes, à la frontière de l'absurde, accentuent le caractère humain et parfois dérisoire des grandes révolutions. Enfin, cette plongée dans l'aube d'une nouvelle ère prépare doucement le terrain pour les vicissitudes à venir. La Révolution d'octobre, avec sa promesse d'émancipation et ses contradictions internes, ouvre la voie à une histoire tumultueuse, riche en paradoxes et en événements qui façonneront le siècle à venir. Le récit peut alors s'achever sur cette note d'attente, laissant place à une exploration plus approfondie des transformations sociales, économiques et culturelles qui continueront à marquer le destin de l'Union soviétique. La naissance de l'Union soviétique et ses promesses grandioses. L'histoire de la naissance de l'Union des républiques socialistes soviétiques s'inscrit dans un contexte de bouleversement profond et d'idéaux exaltants. À l'aube du XXe siècle, la Russie se trouvait en proie à une agitation sociale intense, marquée par la révolution de l'année 1917, dont les prémices avaient été soigneusement préparées par des décennies d'inégalités et de mécontentement populaire. La chute de la monarchie tsariste ouvrit la voie à un projet audacieux, la création d'un État nouveau, fondé sur les principes du socialisme et de la collectivisation. Cette volonté de transformation radicale fut bientôt incarnée par la proclamation officielle de l'Union soviétique au début des années 20. Le rêve affiché était celui d'une société égalitaire où chaque citoyen serait partie prenante d'une vaste entreprise collective. Les dirigeants de cette nouvelle entité politique ne manquaient pas d'imposer leur vision à travers une propagande souvent naïve, teintée d'un enthousiasme à la fois sincère et grandiloquent. Les slogans évoquaient un avenir radieux, bâti sur la solidarité et le travail acharné. Des promesses qui résonnaient comme une berceuse pour une population désorientée par les chaos précédents. La construction de cette union de républiques, diverses par leur origine ethnique et géographique, représentait un défi considérable. L'objectif n'était pas seulement d'unifier des territoires, mais aussi de forger une identité nouvelle, digne des aspirations révolutionnaires. Les leaders soviétiques mirent en œuvre un système centralisé, où les décisions étaient souvent unilatérales, mais présentées sous le prisme d'un consensus populaire. Il fallait aussi convaincre les paysans, principaux acteurs de l'économie agricole, de rejoindre cette cause collective, ce qui donna lieu à de nombreuses campagnes de sensibilisation, parfois empreintes d'une naïveté attendrissante dans leur ton. Parmi les images les plus caractéristiques de cette époque figurent les affiches et les films de propagande, véritables témoins d'un esprit où la grandeur de l'Union soviétique était célébrée sans retenue. Ces supports exaltaient le prolétariat en héros de la nouvelle ère, un héros dont les exploits étaient parfois amplifiés pour atteindre un niveau presque mythologique. La présentation de travailleurs invincibles, de paysans laborieux et d'enfants modèles traduisait une vision idéalisée, loin des complexités du quotidien, mais parfaitement adaptée à l'objectif d'unification et de mobilisation de la population. L'enthousiasme des débuts fut également marqué par des réalisations concrètes, telles que l'instauration de l'éducation universelle gratuite et la promotion massive de la culture et de la science. Ces initiatives faisaient partie intégrante du projet, cherchant à offrir à chaque citoyen les outils intellectuels et créatifs nécessaires pour participer activement à la construction du socialisme. On peut imaginer que, derrière cette ambition, se cachaient aussi des intentions plus pragmatiques
visant à renforcer la cohésion sociale et la légitimité du pouvoir. On notera que, tandis que les dirigeants façonnaient leur empire idéal, certaines contradictions apparaissaient, même si elles restaient largement masquées par la rhétorique officielle. Par exemple, la mise en œuvre de la collectivisation agricole provoqua des difficultés parfois sévères, mais ces épisodes furent enveloppés dans des récits exaltant l'inébranlable volonté de surmonter les obstacles pour le bien commun. Ce type de narration s'apparentait à une sorte de berceuse un peu ironique, où la réalité se chargeait d'une couche supplémentaire de grandeur épique, au risque parfois d'atteindre le domaine de l'absurde. L'unification des différentes républiques sous la bannière du communisme était aussi une démarche visant à effacer les particularismes au profit d'un message unificateur. Les langues multiples, les coutumes variées et les héritages culturels distincts furent tous inclus dans un vaste projet global, parfois au prix d'une certaine homogénéisation. Il en résulta un mélange complexe entre diversité réelle et uniformisation imposée, un paradoxe fondamental pour une union qui se voulait à la fois internationale et profondément enracinée dans les modèles socialistes. Les symboles liés à cette époque, tels que le marteau et la faucille, portaient une lourde charge symbolique et idéologique. Ils incarnèrent la fusion entre le travail industriel et l'agriculture collective, deux piliers essentiels de la société soviétique. Cette iconographie fut utilisée sans relâche dans tous les aspects de la vie publique, pour rappeler sans cesse l'engagement commun et l'identité souveraine de l'Union. On aurait presque pu imaginer que ce symbole veillait lui-même sur le destin des millions d'âmes engagées dans ce projet. Au-delà des aspects politiques et sociaux, l'Union soviétique se construisit aussi autour d'une mythologie propre, où la propagande et la réalité s'entremêlaient avec une fluidité souvent déroutante. Des exploits techniques tels que la conquête spatiale furent présentés comme le triomphe évident de la supériorité du système communiste, renforçant l'orgueil national et alimentant la croyance dans l'infaillibilité de cette société en pleine expansion. Ces récits, parfois démesurés, contribuèrent à forger un climat où le plus improbable devenait plausible, pour peu qu'il soit raconté avec suffisamment de conviction. Les années 20 et 30 furent marquées par une activité intense de construction politique et sociale, où chaque réussite était élevée au rang d'événement historique majeur. La transformation rapide des structures économiques, la mise en place d'industries lourdes et le développement des infrastructures contribuaient à asseoir la légitimité du régime. Ces progrès étaient naturellement accompagnés d'une propagande inlassable, tout en restant baignés dans une atmosphère de sérieux qui confinait parfois à l'excès, mais qui, dans le contexte d'une nation en pleine mutation, apparaissait comme nécessaire. Il est intéressant de noter que cette phase fondatrice fut aussi le théâtre d'une absorption quasi mythique des vieilles traditions populaires dans la nouvelle culture soviétique. Les fêtes paysannes, les chants anciens et les récits d'antan furent réinterprétés à la lumière des valeurs communistes, souvent avec un zeste d'ironie involontaire. Cette alchimie donnait naissance à des formes culturelles hybrides où le progrès et la tradition se mêlaient dans un mélange parfois extravagant, mais toujours fascinant pour qui prend le temps d'observer au-delà des apparences. Cette période initiale posa donc les bases d'une union où idéalisme et pragmatisme coexistaient dans une tension permanente. Le régime, tout à la fois porteur d'espoir et porteur d'ambiguïté, avait pour ambition de transformer en profondeur une société encore marquée par les contrastes et les contradictions. La grandeur affichée, souvent teintée d'un certain grotesque lorsqu'on la regarde à distance, formait le décor d'un tableau collectif dont la portée est toujours analysée avec fascination et curiosité par les historiens contemporains. Les fondateurs de l'Union soviétique, conscients des défis immenses, insistaient sur l'importance d'un engagement sans faille de chaque citoyen au service de la communauté. Cette exigence se traduisait par une discipline rigoureuse et une organisation sociale qui, si elle pouvait paraître sévère, était présentée comme un moyen inévitable d'atteindre un but supérieur. La réalité quotidienne, parfois dure, était ainsi enveloppée dans un discours parfois paternaliste, mais qui, dans son ambition, ne laissait guère de place au compromis. Enfin, cette première décennie soviétique fut également caractérisée par une large expérimentation dans tous les domaines, que ce soit en politique, en économie ou en culture. Ces expérimentations, à la fois audacieuses et parfois déconcertantes,
témoignait d'une volonté de rupture avec le passé et d'invention d'une nouvelle société. Le décor était planté pour des développements futurs qui allaient mêler un mélange de succès inattendus, d'échecs retentissants et de légendes urbaines accumulées dans le sillage de cette grande expérience. À mesure que le récit progresse, il devient évident que cette naissance officielle de l'Union soviétique, avec tous ses excès et toutes ses contradictions, suivait une trajectoire à la fois fascinante et pleine de surprises. Ce moment initial, imprégné d'une foi révolutionnaire et d'une certaine naïveté grandiloquente, fit naître des dynamiques qui allaient marquer durablement le XXe siècle. Passons maintenant à l'exploration des décennies suivantes, où la construction de ce colosse soviétique se teinta d'inflexions inattendues et de scénarios dignes des récits les plus invraisemblables. Les défis de la guerre civile et la consolidation du pouvoir. Au centre de cette tourmente, le comité central du parti bolchevique navigue entre pragmatisme implacable et idéalisme révolutionnaire. La guerre civile, qui s'étend de 1918 jusqu'au début des années 20, n'est pas uniquement militaire. Elle est une mise à l'épreuve des idées politiques, sociales et culturelles. Chaque avancée territoriale des Rouges apparaît à la fois comme une victoire militaire et un triomphe idéologique. Pourtant, cette réussite se construit aussi grâce à une discipline exceptionnelle et parfois absurde, où les consignes sont suivies avec la rigueur d'un horloger suisse, mais appliquées dans des conditions qui échappent souvent à toute logique. Rationnelle, l'armée rouge, ce fleuron des forces révolutionnaires, incarne cette tension entre brutalité et organisation. Composée de paysans, d'ouvriers et parfois même d'anciens officiers tsaristes, elle étonne par son efficacité, malgré des ressources limitées et un équipement souvent dérisoire. Les récits de combats nocturnes dans des forêts immenses ou lors de batailles urbaines sont riches en détails contrastés. Le bruit sourd des mitrailleuses côtoie la tentative maladroite de maintenir des lignes de ravitaillement dans un chaos presque comique. Cette époque observe une dichotomie fascinante, où des victoires militaires sensationnelles s'accompagnent de pénuries alimentaires dramatiques, contribuant à une ambiance aussi tragique qu'absurde. En parallèle, le nouveau régime déploie une administration centrale dont la complexité défie parfois le bon sens. Le pouvoir soviétique, soucieux de cimenter sa légitimité, institue une bureaucratie tentaculaire, pleine de noms imprononçables et d'acronymes souvent impossibles à suivre. Cette machine administrative, bien que lente et parfois incompréhensible aux yeux des populations rurales, s'appuie sur des principes de planification économique rigoureuse. Leurs plans quinquennaux sont souvent évoqués avec un mélange d'admiration et de sarcasme par les contemporains et les historiens, tant leur application oscillait entre succès impressionnants et échecs retentissants. Par ailleurs, la propagande joue un rôle majeur, agissant comme un moteur psychologique essentiel pour maintenir la cohésion sociale dans ces temps troublés. Les affiches colorées, les slogans répétitifs et les chants exaltants glorifient un avenir radieux, parfois avec un enthousiasme qui frôle le grotesque. Il n'est pas rare que certains d'entre eux, censés inspirer courage et sacrifice, provoquent en réalité des sourires ironiques parmi les populations exténuées. Ce décalage entre l'enchantement officiel et la réalité quotidienne souligne les paradoxes de cette époque où l'optimisme officiel côtoie une dureté quotidienne à peine supportable. L'organisation de la sécurité intérieure illustre également cette dualité. La création de la Tchéka, devenue plus tard le NKVD, est la réponse à la peur constante d'une contre-révolution ou d'un sabotage étranger. Son action, souvent enveloppée dans un secret complet, impose une discipline redoutable et un climat de suspicion permanente. La violence exercée par ces forces est à la fois systématique et arbitraire, ce qui génère des vagues de terreur, mais également une forme étrange d'ordre. Il est intéressant de noter que certains agents eux-mêmes rapportent, dans des mémoires publiées bien après, un certain humour noir face à la bureaucratie kafkaïenne qu'ils devaient gérer au quotidien. Les relations internationales de cette jeune Union soviétique ajoutent encore une couche de complexité à la période. Isolée diplomatiquement par la plupart des puissances occidentales, elle s'oriente vers une politique d'appui aux mouvements communistes étrangers, tout en préparant une future confrontation avec ce qu'elle qualifie de capitalismes agressifs. Les pamphlets vifs et les déclarations publiques sur l'inévitabilité de la révolution mondiale
contribuent à cette image de géant idéologique manipulateur, parfois perçu comme un conte surréaliste par les observateurs extérieurs. Pourtant, au cœur des négociations et des alliances occultes se développent des stratégies fines, qui mélangent pragmatisme et dogmatisme. Un autre aspect moins souvent évoqué, mais non moins captivant, réside dans l'effort de transformation culturelle et éducative, visant à éradiquer l'analphabétisme et à forger un citoyen soviétique modèle. Ce programme, qui semble aujourd'hui presque utopique dans son ambition, est pourtant déployé avec une rigueur presque militante. L'idéal d'un homme nouveau, débarrassé des tares de l'ancien régime, se traduit par des campagnes d'alphabétisation massive, souvent organisées dans des villages reculés où le progrès technique est encore rare. Cette entreprise à la fois héroïque et absurde révèle des situations cocasses, notamment lorsqu'il s'agit d'apprendre à lire à des adultes qui n'avaient jamais tenu un livre. Le rôle des femmes dans cette période trouble mérite une attention particulière. Alors que certains prônent un retour à des valeurs traditionnelles, la Révolution ouvre néanmoins de nouveaux espaces pour leur participation active à la vie économique et politique. Les femmes soldats, les militantes et les cadres administratifs apparaissent dans des rôles inattendus, dévoilant une société en mutation. Leur engagement, souvent méconnu, s'inscrit dans la dynamique globale de la transformation soviétique, bien que le chemin vers l'égalité soit semé d'obstacles et d'inégalités persistantes. Enfin, il serait impossible de parler de cette époque sans évoquer la météo et le climat, qui jouent un rôle insoupçonné dans le déroulement des événements. Les rudes hivers russes, avec leurs tempêtes de neige et leurs gelées, deviennent des adversaires aussi redoutables que les forces ennemies. La logistique militaire se retrouve fréquemment déstabilisée par ces conditions extrêmes, tandis que la population civile endure les privations aggravées par le froid. Dans ce contexte, les épisodes où des villageois réussissent à improviser des solutions pour survivre, parfois avec des instruments déroutants ou des méthodes archaïques, ajoutent une touche de réalisme presque burlesque à la vaste fresque historique. Ainsi, ce tableau de la guerre civile reste profondément marqué par ces tensions entre un ordre nouveau qui cherche à s'imposer et une réalité souvent chaotique. La consolidation du pouvoir soviétique se fait au prix d'efforts titanesques, mêlant innovation et répression, discipline et improvisation. Cette phase emblématique jette les bases d'une idéologie qui prétend régir tous les aspects de la société, tout en laissant apparaître des contradictions internes que le temps ne manquera pas de souligner. En contemplant ces événements à la lumière du calme relatif des décennies suivantes, il est possible d'entrevoir le mélange étrange de grandeur et de folie qui caractérise les premiers pas de l'Union soviétique, un géant naissant dont la marche, hésitante, allait bientôt balayer le XXe siècle. La période qui suit cette consolidation, riche en transformations sociales et économiques, prépare les conditions d'une Union soviétique étendue et puissante, mais aussi fragile dans ses fondations, dont nous explorerons les enjeux dans la suite du récit, l'industrialisation massive et ses effets surprenants. Dans les années 20, l'Union soviétique s'est lancée dans une aventure sans précédent, transformer un pays largement rural en une puissance industrielle de premier plan. Cette campagne, connue sous le nom de la collectivisation et des plans quinquennaux, visait à accélérer la modernisation à une vitesse que l'histoire n'avait que rarement vue. L'objectif officiel était clair: remplacer les paysans individuels par des exploitations agricoles collectives, injecter des ressources dans l'industrie lourde et faire du pays un géant économique capable de rivaliser avec les grandes puissances. Le rythme imposé était tel que chaque usine devait battre des records de production, souvent annoncés avec un enthousiasme presque religieux lors des réunions du parti. La propagande soviétique s'en est donnée à cœur joie pour magnifier ses exploits. Ainsi, il n'était pas rare de voir des affiches exaltant des mineurs, extrayant des millions de tonnes de charbon dans des conditions qualifiées d'héroïques. Pourtant, derrière ces chiffres ronflants se cachait parfois une réalité moins triomphante. Des rapports internes font état de surévaluation, d'ingénieurs ajustant les compteurs pour prétendre avoir dépassé les quotas, ou de matières premières gaspillées sans réelle efficacité. Mais cela ne faisait que renforcer la légende officielle. Le progrès était en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. La routine quotidienne s'organisait autour des objectifs de production,
devenus presque des champs sacrés. Les villes, principales bénéficiaires de ce bond industriel, se hérissaient désormais de cheminées fumantes et d'imposantes usines. Des cités entières naissaient en quelques années, avec leurs habitants souvent recrutés parmi les paysans invités à délaisser leurs terres pour devenir ouvriers. Ce passage brutal d'un mode de vie à un autre engendrerait des conflits, des adaptations difficiles, mais aussi une forme de fierté collective à appartenir à cette entreprise gigantesque. On racontait que dans certaines usines, les travailleurs étaient encouragés à chanter des hymnes patriotiques tout en accomplissant leurs tâches, un rituel censé renforcer leur engagement à la tâche. Cependant, cette course effrénée à la productivité n'était pas sans effet secondaire surprenant. La qualité des produits manufacturés, par exemple, était parfois négligée au profit de la quantité. On trouvait ainsi dans les magasins certaines pièces détachées ou appareils dont la durée de vie restait très limitée, ce qui alimentait un marché parallèle de réparation artisanale. Ce paradoxe d'une industrie lourde, censée incarner la modernité, mais produisant parfois du matériel bancal, constituait une source de regard critique en privé, bien que l'on évitât soigneusement d'en parler dans la sphère publique. Le mythe du Made in USSR, triomphant, s'en trouvait pourtant troublé. La centralisation de la planification économique impliquait aussi un contrôle strict des ressources, avec pour corollaire la mise en place de files d'attente longues pour les biens de consommation. Certains récits évoquent les efforts parfois absurdes pour obtenir du pain ou des vêtements, inscription dans des listes, échange de bons ou encore stratégies sociales complexes. La vie quotidienne prenait alors des airs kafkaïens, ce qui contrastait avec les slogans officiels sur l'abondance matérielle promise à tous. Cette tension entre réalité et discours constituait une toile de fond omniprésente dans les années d'après-révolution. La propagande utilisait souvent des images fortes, comme la figure du nouveau soviétique, ce héros anonyme travaillant sans relâche pour le bien collectif. Des photographies en noir et blanc montraient des groupes joyeux, brandissant des drapeaux rouges sous des banderoles proclamant la victoire de la science et de la technique. Ces clichés contribuaient à construire une mémoire officielle, parfois à 1000 lieues des expériences individuelles. Ils accentuaient le sentiment que la vie elle-même était un acte de militantisme, qu'on soit dans une mine, une usine ou un kolkhoz. Un certain humour, parfois ironique, naissait d'ailleurs dans les rangs des travailleurs, qui savaient conjuguer leurs obligations et leur résistance subtile. La notion de productivité socialiste devint un véritable leitmotiv. Des concours internes étaient organisés pour désigner les meilleurs travailleurs, censés incarner l'excellence et l'engagement envers la cause. Ces compétitions pouvaient atteindre des proportions quasi sportives, avec des prix symboliques et des distinctions honorifiques. En parallèle, les échecs étaient imputés à des sabotages ou à un manque d'efforts individuels, ce qui ajoutait une dimension presque morale à la gestion économique. Ce mélange d'idéologie et de pragmatisme formait un système complexe où chacun devait naviguer entre directives officielles et réalité terrain. Dans ce contexte, certaines anecdotes méritent d'être soulignées. Par exemple, il est raconté que dans l'industrie automobile, des usines produisaient des voitures célèbres pour leur robustesse, mais aussi pour leurs nombreuses petites particularités techniques, comme des portes qui grinçaient ou des vitres difficiles à fermer. Ces détails, loin d'entacher la réputation de la marque, devenaient des sujets de fierté et de complicité entre propriétaires. La voiture soviétique se transformait ainsi en un personnage à part entière, symbole d'une époque marquée à la fois par l'ingéniosité populaire et les limites du système. Un autre aspect curieux fut l'organisation des fêtes et des cérémonies célébrant les succès industriels. Ces événements réunissaient ouvriers, cadres et membres du parti dans une ambiance souvent solennelle mais ponctuée d'effets visuels impressionnants. Les discours insistaient sur la grandeur incomparable des réalisations soviétiques, tandis que les participants recevaient des médailles et des insignes. Cette mise en scène servait à renforcer le moral collectif et à masquer les difficultés concrètes rencontrées au quotidien. Elle participait également à la création d'un imaginaire où les chiffres de production se transformaient en actes héroïques. Cette période fomentait également l'émergence d'innovations inattendues. Les contraintes strictes et la recherche permanente d'efficacité conduisirent des ingénieurs à développer des technologies robustes,
adaptés à des environnements parfois extrêmes. Par exemple, des infrastructures conçues pour résister aux hivers sibériens devinrent des exemples d'ingéniosité pratique. Pourtant, cette volonté de dépasser les obstacles n'effaçait pas les dysfonctionnements administratifs. Parfois perçus comme absurdes, tellement ils semblaient déconnectés de la réalité terrestre, où travaillaient ces mêmes ingénieurs. Le récit de cette industrialisation est donc un mélange fascinant d'ambitions gigantesques, de contradictions internes et de petites ironies de la vie quotidienne. À travers la mise en œuvre des plans quinquennaux, l'Union soviétique se façonnait une image d'avant-garde, symbolisée par des chiffres de production astronomiques et une discipline collective rigoureuse. Toutefois, cet édifice reposait autant sur des réalités tangibles que sur une représentation mythifiée, où l'exagération côtoyait l'excellence véritable. Cette dynamique complexe offre une perspective riche sur une période inoubliable, tout en préparant progressivement la scène pour les évolutions des décennies suivantes, où le poids de ces contradictions deviendra de plus en plus palpable. La vie quotidienne sous la vigilance attentive de l'État. Le matin débute souvent dans des appartements modestes, où l'on entasse, avec une discipline inébranlable, les quantités précises de biens que le système propose. Le pain, aliment sacré, est obtenu parfois après de longues files. Une expérience qui forge la patience citoyenne, pilier de la nouvelle société. Sur les marchés officiels, on admire la rigueur avec laquelle les étals sont organisés, bien que leur contenu varie au fil des saisons et des caprices, d'un approvisionnement parfois capricieux. La mécanique du quotidien semble danser en équilibre entre ordre et improvisation, entre contrôle et inventivité populaire, une danse subtile que dénoncera parfois les pamphlets étrangers, mais que les habitants acceptent avec une résilience presque philosophique. Dans les écoles, les enfants apprennent avec une ferveur sans faille l'histoire glorifiée de la Révolution d'Octobre, les exploits de la mère patrie et la supériorité du grand projet soviétique. Les manuels, richement illustrés, exposent un monde où les héros du prolétariat s'opposent sans défaut aux forces obscures de la contre-révolution. Ce récit officiel, tout en ton imposant, transmet aussi des images graphiques parfois surprenantes, entre marteaux gigantesques et faucilles éclatantes, symboles devenus incontournables et presque mythologiques. Pourtant, en privé, les discussions chuchotées révèlent des interrogations plus fines, et un sens de l'humour discret vient souvent atténuer ce sérieux imposé. La musique et la culture populaire se déploient dans un cadre où le lyrisme patriotique se conjugue avec les ballets élégants et le cinéma aux images soigneusement cadrées. Le théâtre est autant un divertissement qu'un instrument d'éducation civique, dispensant des messages codés sous des décors chatoyants. Les artistes naviguent avec habileté entre créativité personnelle et respect des lignes directrices dictées par les autorités. Parfois, cette tension nourrit des œuvres d'une richesse inattendue, où le message officiel se fait le prétexte à une ironie douce et presque imperceptible, visible seulement à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Le dimanche est consacré aux promenades dans les parcs construits pour le bien-être général. Là, la nature et l'architecture socialiste s'entrelacent dans une symbiose conçue pour stimuler la fierté collective, mais offrent aussi un cadre où les familles partagent des moments d'intimité simples. Les enfants jouent sous le regard vigilant des adultes, protégés par un système qui prône la sécurité, mais n'oublie jamais de rappeler l'importance de la discipline civique. Ces instants de calme sont ponctués par des annonces officielles dans les haut-parleurs, répétant des slogans qui, bien que familiers, s'inscrivent dans le fond sonore du quotidien, comme un rythme rassurant et immuable. Les lieux de travail, quant à eux, sont des théâtres d'une énergie réglée où chaque geste contribue à l'édification d'un avenir commun. La productivité est saluée comme une vertu suprême, mais les travailleurs développent souvent des stratégies ingénieuses pour contourner les rigidités imposées. Dans les usines et les fermes collectives, on cultive un sens aigu du devoir, mêlé à une créativité diffuse, donnant parfois naissance à des solutions inattendues face aux pénuries ou aux dysfonctionnements techniques. Ces petits miracles quotidiens ne sont jamais officiellement mentionnés, mais survivent dans la mémoire populaire comme des anecdotes qui font sourire, démontrant l'adaptabilité remarquable de chacun. Le système éducatif, qui vise à façonner l'homme nouveau, ne néglige pas la dimension physique. Les séances de gymnastique collective sont des moments solennels
où la discipline et la synchronisation symbolisent la force et l'unité. Ces exercices, répétés avec une ponctualité militaire, produisent des images emblématiques de la santé soviétique, destinées à séduire les observateurs extérieurs et à nourrir la fierté locale. Pourtant, derrière ces rassemblements stricts, persiste une ambiance conviviale où les camarades échangent rire et complicité, détournant parfois la rigueur imposée en un jeu social riche de significations implicites. Chaque habitant est encouragé à participer activement aux fêtes nationales, événements spectaculaires mêlant musique, discours et parades. Ces manifestations tirent leur force d'une esthétique grandiose, où les drapeaux rouges et les étoiles brillent avec une intensité presque féerique. Les participants endossent le rôle d'acteurs d'une pièce collective, où l'enthousiasme officiel contraste souvent avec les pensées plus terre-à-terre des foules. Cependant, ces rassemblements représentent un moment de rupture avec le quotidien, offrant une parenthèse festive et un sentiment d'appartenance à une cause supérieure, même si elle se teinte parfois d'une touche de théâtralité non intentionnelle. Les médias contrôlés veillent à transmettre un message harmonieux, diffusant des nouvelles qui louent régulièrement les progrès accomplis et minimisent les difficultés. Les bulletins d'information s'apparentent à de véritables chants patriotiques, alternant chiffres optimistes et images édifiantes. Cette communication omniprésente contribue à renforcer le sentiment d'une société avancée, bien que les citoyens aient souvent accès à des informations contradictoires par des voies moins officielles. La coexistence de ces univers informationnels divergents nourrit une forme de sagesse populaire, une capacité à naviguer entre vérité officielle et expérience vécue, toujours avec une pointe d'humour sur les exagérations. Le logement collectif, souvent perçu comme un symbole de l'égalité prônée, cache parfois des réalités plus complexes. Les appartements exigus sont partagés entre plusieurs générations. Les espaces communs sont des lieux de sociabilité, mais aussi d'observation mutuelle. La cohabitation quotidienne implique un art subtil du compromis et de la tolérance, supporté par une routine organisée dont les horaires sont presque sacrés. Ces dynamiques participent à la fabrication d'une communauté où l'intimité personnelle est parfois mise à l'épreuve, mais où se tissent aussi des liens durables et une solidarité précieuse. La nourriture, malgré les promesses d'abondance, fait souvent l'objet de stratégies variées pour pallier les manques. Le troc informel, les jardins potagers et les conserves maison témoignent d'une ingéniosité économique qui complète les chaînes officielles d'approvisionnement. Ces adaptations personnelles révèlent une relation complexe à la consommation, entre acceptation des limites du système et volonté de préserver un certain confort domestique. La simplicité de cette subsistance trouve parfois un écho dans les chansons populaires qui célèbrent, avec une note d'humour tendre, les petites victoires du quotidien contre les aléas de la planification centrale. Les relations entre voisins participent à une forme d'entraide bien organisée, où les réseaux sociaux locaux prennent racine dans des échanges réguliers de conseils, de services et parfois de confessions. Ces interactions sont les ressorts d'une vie collective riche, où les solidarités s'expriment dans des gestes quotidiens autant que dans des moments clés. Cette densité relationnelle, qui pourrait sembler oppressante à l'extérieur, est souvent perçue comme un filet protecteur, un moyen de résister ensemble aux aléas de l'époque tout en renforçant la cohésion sociale au-delà des discours officiels. Les transports en commun, outils indispensables de la mobilité collective, offrent un spectacle quotidien où se mêlent impatience, camaraderie et curiosité. Les longues rames bondées dessinent une toile mouvante où les visages se croisent, échangent un sourire ou un regard chargé de complicité silencieuse. La mécanique des horaires rigoureux et des contrôles ponctuels assure une fluidité appréciée, mais parfois mise à l'épreuve par le volume constant des usagers. Cette expérience collective est un microcosme de la société, révélant autant les forces d'organisation que les petites tensions inhérentes à la vie en commun. L'attention portée à la santé publique se manifeste par un cadre institutionnel strict, où les visites régulières et les campagnes de prévention rythment l'année. Les normes hygiéniques sont élevées et les services disponibles, bien que parfois limités en ressources, participent à un effort national soutenu en faveur du bien-être. Ces dispositifs, accompagnés d'une éducation sanitaire forte, contribuent à maintenir un certain niveau d'équilibre qui alimente le discours officiel sur la supériorité du modèle socialiste. Toutefois, dans la pratique, les adaptations locales
et les initiatives individuelles enrichissent un panorama souvent plus complexe que l'image monolithique communiquée. Les loisirs organisés, bien que cadrés par des programmations centralisées, cherchent à offrir à chacun des moments d'évasion et de détente. Clubs, bibliothèques et maisons de la culture proposent une palette variée d'activités où se mêlent apprentissage, divertissement et collectivité. Ces espaces sont des refuges pour la curiosité intellectuelle et l'échange, tout en renforçant les valeurs partagées par la société. La danse, le chant et le théâtre amateur y trouvent leur place, offrant une respiration créative qui adoucit les rythmes rigides du travail et donne une saveur supplémentaire à la quotidienneté. Malgré cette apparente uniformité, les disparités régionales et les particularismes locaux introduisent une richesse insoupçonnée au sein de cette unité apparente. Les dialectes, les pratiques culinaires et les fêtes traditionnelles témoignent d'une diversité qui contraste avec l'homogénéité revendiquée. Cette coexistence fait partie intégrante de la vie soviétique, où l'unité politique cohabite avec la multiplicité culturelle, souvent sous le regard bienveillant d'un État soucieux de mettre en valeur ces différences dans un cadre organiquement intégré. Certaines anecdotes, dignes d'être contées au coin du feu, montrent comment cette vie sous contrôle rigoureux se teinte parfois de situations inattendues. Ainsi, les concours agricoles ont vu naître des exploitations championnes, affichant des récoltes défiant toute logique agronomique, fruit d'efforts conjugués de surenchère et d'un folklore local réjouissant. Ces épisodes s'inscrivent dans une tradition de bravoure collective mise au service d'objectifs ambitieux, oscillant entre sérieux et une forme d'absurde qui prête à sourire, mais illustre parfaitement l'esprit d'adaptation inhérent au système. Les rapports avec le monde extérieur sont également un terrain d'équilibriste, oscillant entre ouverture limitée et protection stricte. Les voyages à l'étranger restent exceptionnels et encadrés, tandis que la réception d'informations étrangères est filtrée avec soin. Cette double frontière nourrit un imaginaire collectif plein d'attentes et de suppositions, propice à l'éclosion de récits où la réalité côtoie que le mythe. Cette incertitude Pandore ajoute une couche de mystère et d'exotisme à la vie ordinaire, renforçant la fascination pour l'inconnu au-delà des frontières. En somme, cette existence sous la vigilance attentive de l'État se développe dans un cadre où la norme et l'anecdote se mêlent étroitement, où la grandeur proclamée rencontre les réalités humaines avec toute leur complexité. Ce tableau, à la fois rigoureux et vivant, dessine une époque singulière dont les contours oscillent entre aspiration collective et improvisation personnelle. La transition vers la suite de cette histoire invite à explorer les transformations profondes qui s'amorcent dans les années qui suivront, marquant la fin d'un cycle et le début d'une ère nouvelle à la fois pleine de défis et porteuse d'espoir. La Seconde Guerre mondiale ou la Grande Guerre patriotique racontée autrement. La Seconde Guerre mondiale, bien que désignée sous le nom de Grande Guerre patriotique en Union soviétique, représente un épisode d'une ampleur et d'une intensité particulière, façonnant profondément le paysage politique, social et culturel de ce pays gigantesque. Lorsque les armées ennemies franchirent les frontières le 22 juin 1941, c'était non seulement un affront militaire, mais aussi un défi existentiel lancé à la puissance soviétique tout entière. Cette guerre fut caractérisée par des sacrifices immenses, une résistance tenace et un engagement populaire qui transcenda les simples conflits armés, élevant la lutte à un niveau quasi mythique. Ce chapitre explore cette période, non pas dans une exaltation passionnée, mais avec la rigueur d'un récit mesuré, où la perspective officielle se mêle à des détails parfois absurdes, assurant un équilibre entre gravité et distance froide. L'Union soviétique, avec ses vastes territoires et sa population multinationale, mobilisa des millions d'hommes et de femmes dans cette guerre totale. La mobilisation touchait non seulement les soldats sur le front, mais aussi ceux travaillant dans les usines, les fermes collectives et les services logistiques. La soviétologie officielle louait souvent l'héroïsme exemplaire des soldats du peuple, une formule figée mais efficace qui soulignait la puissance d'un peuple uni, soudé contre l'envahisseur. Pourtant, derrière cette façade, il existait une réalité faite de privations, de cruelles pertes humaines et parfois de décisions stratégiques discutables. Néanmoins, la légende voulut que la bravoure soviétique triomphe systématiquement de la Wehrmacht,
renforçant ainsi une narration quasi sacrée, oscillant entre faits historiques et traits exagérés. Parmi les épisodes les plus emblématiques de ce conflit figure la bataille de Stalingrad. Seringue d'un tournant décisif, gravé dans les mémoires comme un combat titanesque où chaque rue, chaque maison, chaque pièce était âprement disputée. Le récit officiel semblait y ajouter une dimension épique, digne d'une épopée antique, présentant les troupes soviétiques comme invincibles et les conditions climatiques comme un allié providentiel. L'image des soldats logés dans des caves gelées, combattant contre un ennemi obstiné avec un courage surhumain, fut largement diffusée à travers les médias de l'époque. Cependant, il est curieux de noter que certains documents évoquent en parallèle des incidents presque cocasses, tels que des batailles rangées autour de quelques sacs de pommes de terre gelées ou des affrontements nocturnes perturbés par des brouillards imprévus, relatant un quotidien guerrier moins héroïque mais plus humain. Dans le même temps, l'URSS développa tout un arsenal de propagande magnifiant le rôle de la Grande Guerre patriotique, allant jusqu'à l'absurde dans nombre d'éléments visuels et discursifs. Les affiches montrèrent souvent des figures musclées brandissant des drapeaux rouges immaculés, dans un décor d'usines fumantes et de champs dorés. Ce type d'iconographie, bien que destiné à galvaniser les troupes et la population, avait également pour effet secondaire de figer la guerre dans un cadre presque irréel. On oubliait parfois que derrière ces images se trouvaient des événements tragiques et des individus confrontés à des choix difficiles. En ce sens, le mythe soviétique transforma une guerre complexe en un récit simplifié, presque caricatural, où les blancs et noirs ne souffraient aucune nuance. La victoire finale, proclamée le 9 mai 1945, fut accueillie avec une ferveur incontrôlable, signe d'une libération non seulement militaire mais morale. La parade sur la place rouge, grandiose et orchestrée avec une précision militaire, représentait ce moment culminant où le pouvoir soviétique exposa sa supériorité au monde entier. Les discours florissants, les décorations distribuées à profusion et les célébrations populaires décrivaient une réalité où tout paraissait possible, où le sacrifice universel avait atteint son point de retour glorieux. La puissance retrouvée, après des années de lutte acharnée, incarnait une revanche contre tous les détracteurs, même si, strictement parlant, des millions de pertes humaines rendaient cet exploit d'autant plus amer. Toutefois, parmi cette ampleur de faits imposants, il était tout aussi fascinant de constater l'existence de traits inattendus et parfois déroutants. Par exemple, la fameuse époque des récompenses, où des médailles du courage furent décernées à des soldats pour des actes singuliers, tels que sauver un chat officiel du parti ou rapporter une copie du dernier poème de Maïakovski. Ce paradoxe, mêlant sérieux et fantaisie, souligne bien la nature hybride du récit officiel. Une histoire qui se raconte avec un sérieux implacable, mais où le grotesque se glisse inévitablement derrière le masque solennel. Ce mélange singulier fit de la mémoire soviétique un collage de grandeur et de bizarrerie, parfois difficile à démêler pour le simple observateur. En outre, la dimension culturelle de cette période ne saurait être négligée. La musique, le cinéma et la littérature s'imprégnèrent largement de l'idéologie guerrière, donnant naissance à des œuvres au code reconnaissable, facilement identifiables. Les compositeurs créèrent des symphonies héroïques reprenant des motifs militaires, tandis que les films mêlaient patriotisme et drame avec une intensité contrôlée. La popularité des récits héroïques et leur transformation en matériel didactique renforçaient la cohésion sociale, bien que parfois au prix d'une simplification excessivement rigoureuse des faits. Cette uniformité stylistique fit de l'ère soviétique un modèle propagandiste puisant sa force dans l'ordonnancement parfait des images et des idées, même si l'excès de conformité nourrissait un certain comique involontaire. Évidemment, au fil des années, la réalité de la reconstruction post-conflit défiait cette imagerie triomphante. L'URSS dut faire face à des défis économiques considérables, reconstruire des infrastructures détruites et gérer des populations traumatisées par la guerre. La mission du gouvernement passa alors aussi par la reprise en main des récits imposés, cherchant à maintenir le moral et à assurer une transition vers la paix active. Les programmes de développement industriel se multiplièrent, souvent sous supervision stricte, illustrant la volonté d'un État tout-puissant et infatigable. Ce récit d'une puissance inébranlable masquait pourtant des difficultés profondes.
révélant dans ses interstices un monde bien plus hétérogène que la version officielle ne le laissait entendre. Enfin, la dimension absurde de cette narration se manifesta aussi dans les symboles convoqués pour représenter enfin la grandeur de l'Union soviétique vainqueur. Des monuments gigantesques déployés dans des villes, des slogans répétés jusqu'à la saturation ou encore la création d'icônes plastiques à la taille exagérée. Comme la statue de la mère patrie retenant son épée dans un geste exhibant autant de force que d'exagération. Ces éléments, tout en étant des instruments de mémoire, devinrent parfois des portes ouvertes à une forme d'ironie involontaire, où le sérieux se heurtait à la disproportion des symboles. Cela créait une ambiance à la fois respectueuse et légèrement éloignée, parfaite pour un récit narré avec rigueur, mais sans emphase. Ainsi, en concluant ce panorama, il apparaît que la Grande Guerre patriotique fut plus qu'un simple conflit armé. Elle constitua une expérience collective immense, entrelacée d'exploits réels, de mythes exaltés et de détails invraisemblables. Ce mélange unique façonna l'identité soviétique dans ses aspects les plus contrastés, mêlant grandeur étatique et petitesse humaine, héroïsme et imperfection. Ce récit, entendu dans le calme d'une voix posée, offre l'occasion de pénétrer dans la mémoire mouvante d'un monde à la fois imposant et surprenant, plaçant ce moment historique dans un cadre à la fois majestueux et légèrement décalé, propice à une contemplation tranquille et prolongée. Cette période, avec ses contradictions et ses attributs, amorce ainsi naturellement le passage vers les transformations postérieures, ouvrant la voie à des chapitres nouveaux qui dévoileront la complexité de l'Union soviétique au fil des décennies. Suivante, la reconstruction et la course aux étoiles. Après la fin dévastatrice du conflit mondial, l'Union soviétique se trouvait plongée dans une période de reconstruction lente et méthodique. La guerre avait laissé son empreinte profonde sur les infrastructures, les habitations et surtout sur les esprits. Il était question alors de rebâtir non seulement des ponts et des usines, mais aussi la confiance d'une population exténuée. L'État mettait en avant une rhétorique de renouveau, insistant sur la résilience collective et le devoir patriotique. Cette époque très codifiée voyait l'essor d'une nouvelle forme de rapport au travail et à la société. La planification centralisée orchestrée par le Parti communiste visait à restaurer l'économie à travers des objectifs ambitieux. Le monde observait avec curiosité et parfois avec inquiétude cette machine bureaucratique qui tentait de concilier efficacité industrielle avec idéologie. Dans les usines, le slogan « accélérer sans freiner » devenait une maxime à la fois économique et morale. Cependant, la réalité se révèle souvent plus nuancée que ces injonctions simplistes. Par exemple, la production de machines-outils bénéficiait d'une grande attention, mais de nombreuses ressources restaient limitées, engendrant des compromis techniques souvent ironiques. Parallèlement à ces efforts matériels, une compétition internationale au sommet du progrès scientifique s'engageait, plus précisément dans le domaine spatial. On célèbre encore aujourd'hui le lancement du premier satellite artificiel, Sputnik, en 1957. La réussite représentait un tour de force sensationnel, mais derrière l'annonce triomphale se cachaient parfois des histoires moins glorifiantes. On raconte que la préparation de certains engins reflétait une improvisation remarquable, tout comme la recherche de meilleurs angles pour maximiser la couverture médiatique. Ce décalage entre spectacle et réalité contribua à nourrir une mythologie autour des exploits soviétiques. Dans cette course aux étoiles, la figure de Youri Gagarin s'imposa rapidement comme un symbole national. Premier homme à circuler autour de la Terre en 1961, il incarnait la grandeur spatiale soviétique. Pourtant, derrière cette image bien huilée, il existait des processus rigoureux d'entraînement et une sélection parfois arbitraire. Le culte qui s'instaurait autour de ce héros scientifique accentuait le contraste avec le quotidien d'une grande partie des citoyens, pour qui les prouesses spatiales semblaient à la fois fascinantes et lointaines. La communication officielle privilégiait l'aspect triomphal, occultant bien souvent les défis humains liés à ces exploits. L'engagement massif dans le secteur militaire et spatial renforçait la position géopolitique de l'Union soviétique dans le monde bipolaire. La course aux armements nucléaires et aux satellites espions démontrait une volonté inébranlable d'affirmer sa puissance. Pourtant, la réalité économique sous-jacente oscillait entre prouesses technologiques
et contraintes budgétaires sévères. Parfois, des rapports signalèrent que certains programmes scientifiques tenaient davantage du privilège politique que de la nécessité économique. Ces contradictions internes étaient régulièrement masquées par des discours un tantinet grandiloquents, destinés à maintenir la cohésion sociale. Le goût pour la modernité s'exprimait également au travers de la culture et du quotidien. La télévision, encore relativement récente, diffusait des émissions vantant les mérites de la société soviétique, souvent à travers des documentaires illustrant la réussite collective. Dans ces portraits, les dirigeants étaient représentés comme des guides éclairés, menant le peuple vers les sommets de la civilisation. Ces représentations avaient parfois un air de déjà-vu, affichant un optimisme complice à peine dissimulé. Les programmes éducatifs insistaient sur la continuité historique et le rôle avant-gardiste de la nation. Toutefois, il fallait composer avec l'inévitable décalage entre la propagande et les réalités vécues par la population. L'ambiance de sobriété quotidienne et de restriction contrastait avec les affiches colorées promettant l'abondance pour tous. Les files d'attente dans les magasins ou les témoignages d'attente interminables pour certains produits étaient autant de signes tangibles de cette dissonance. Cette dichotomie participa à forger ce sentiment mi-réel, mi-illusoire qui caractérisait l'époque, parfois teinté d'une ironie subtile entre ce que l'on disait et ce que l'on voyait. L'univers scientifique et technique était également traversé par ces ambivalences. Par exemple, les laboratoires engagés dans la recherche fondamentale sur la physique nucléaire bénéficiaient à la fois de ressources considérables et d'une forte pression politique. Plusieurs découvertes majeures furent réalisées, tout en évoluant dans un climat de contrôle et de surveillance. La science restait sous protection étroite, en accord avec les objectifs du pouvoir. Pourtant, la curiosité intellectuelle des chercheurs et leur volonté d'atteindre une vérité universelle constituaient une facette moins connue de ce miroir complexe. Cette période fut également marquée par des tentatives de normalisation sociale, construites autour de valeurs communes affichées. Le sport, notamment, occupait une place symbolique forte. Les médailles remportées dans les compétitions internationales étaient perçues comme des victoires collectives, parfois plus célébrées que les politiques elles-mêmes. De cette manière, la société soviétique construisait un récit où chaque succès individuel participait au triomphe global. Le dévouement des athlètes devenait une pièce maîtresse dans la représentation médiatique de la modernité soviétique, entre réalisme et idéalisation. La nostalgie que suscitent aujourd'hui ces années tient aussi à la visibilité d'une époque où tout semblait possible, malgré les limites nombreuses. Le projet soviétique, avec ses promesses d'égalité et de progrès ininterrompus, suscita aussi bien admiration que dérision. Cet équilibre fragile reflète une société en transition entre invention et tradition, entre contraintes matérielles et ambitions presque mythiques. L'histoire de cet entre-deux s'écrit au fil des innovations cosmiques et des réalités terrestres souvent contradictoires. La lente mais sûre transformation des mentalités annonce, avec le passage du temps, une nouvelle étape. L'évocation des exploits spatiaux et des défis quotidiens nous conduit tout naturellement vers l'étape suivante, où ces ambitions majeures feront face à des coups de frein inattendus. Les années suivantes révéleront comment cette grandeur affichée vacillera doucement, emportée par des vents contraires. Le récit se poursuit ainsi entre constats objectifs et anecdotes savoureusement absurdes pour dévoiler les dessous d'un empire en pleine mutation. Une transition mène doucement à la découverte de ces instants où l'imposante machine soviétique commencera à se fissurer, préparant l'aube d'une ère nouvelle. La société sous le regard omniprésent du parti. La société soviétique, ce vaste territoire où chaque aspect de la vie semblait intimement lié et contrôlé par le Parti communiste, offre un exemple remarquable de centralisation extrême. Depuis l'école maternelle jusqu'à la dernière usine industrielle, le parti gérait non seulement les infrastructures, mais aussi l'esprit des individus. Cette omniprésence se traduisait par une surveillance vigilantissime qui, à mesure que le temps avançait, devenait à la fois naturelle et quelque peu théâtrale dans ses manifestations. Le discours officiel, souvent solennel et répétitif, instaurait un rythme dans lequel chaque citoyen avait son rôle à jouer, un rôle bien défini par la grande machine idéologique. L'esprit soviétique se manifestait à travers la culture et l'éducation. Domaines essentiels
où le parti posait ses jalons avec la précision d'un horloger. Les livres, le théâtre, la musique, voire le cinéma, étaient autant de vecteurs de la propagande. Le choix des œuvres approuvées suivait des codes stricts visant à endiguer tout écart déviant par rapport à l'idéologie communiste. L'autocritique, omniprésente, avait trouvé son lieu d'expression dans les journaux et meetings, dont les participants s'exprimaient avec une ferveur uniforme et parfois mécanique. Il n'était pas rare que les slogans célébrant le pouvoir soviétique s'insinuent dans les échanges quotidiens, devenant un fond sonore familier, matinal et nocturne. La parole officielle était souvent marquée par une tonalité impérative et solennelle, où le verbe exaltait le progrès social et le renforcement du pacte révolutionnaire. Découlant de ces proclamations, des rituels collectifs se mettaient en place, et la répétition incessante de ces messages formait une toile de fond dans laquelle chacun pouvait se reconnaître. Toutefois, derrière cette façade rigide, apparaissaient parfois des paradoxes amusants. Des discours appelant à la vigilance face à l'ennemi intérieur se mêlaient à des scènes de vie quotidienne surprenantes, où l'absurde côtoyait le sérieux. Cette coexistence étrange rendait le système à la fois étouffant et étrangement prévisible. Les institutions éducatives, sous la bannière du parti, ne se contentaient pas de délivrer des savoirs traditionnels. Elles inculquaient aussi une conception de l'histoire et du monde façonnée selon les nécessités idéologiques du moment. L'histoire officielle racontait les révolutions, les réussites industrielles et le rôle central de l'URSS dans la lutte contre le fascisme avec un œil emphatique et parfois excessif. Paradoxalement, cet enseignement devenait une source régulière d'anecdotes tantôt surprenantes, tantôt cocasses. Les héros de la Révolution étaient parfois invoqués dans des enseignements d'une rigueur si excessive qu'ils en devenaient involontairement drôles. Dans la sphère culturelle, les artistes devaient souvent composer avec des contraintes strictes. Parfois, des œuvres peintes sous la pression de la censure voulaient démontrer la grandeur de l'homme soviétique dans un réalisme socialiste figé, où les visages exprimaient la foi inébranlable dans l'avenir radieux. Pourtant, certains créateurs réussissaient à glisser discrètement et avec beaucoup d'ingéniosité des messages plus nuancés, voire critiques, qui passaient sous le radar officiel. Cet équilibre délicat entre conformité et subversion douce donnait lieu à une ambiance où l'on pouvait, à travers un tableau ou un poème, percevoir une forme d'ironie cachée, mais toujours prudente. Le contrôle exercé par le parti sur la presse et les médias renforçait encore cette uniformisation. Les journaux, la radio et plus tard la télévision proposaient un contenu minutieusement orchestré, où la ligne éditoriale évitait soigneusement toute dissidence visible. Les actualités mettaient en avant les exploits technologiques, les avancées collectives et la fraternité socialiste, souvent au point d'en caricaturer la réalité. Cette esthétique quasi absurde de la perfection illimitée finissait par renforcer le sentiment d'un monde où la rigueur idéologique et l'optimisme forcé prenaient le pas sur un quotidien souvent bien plus compliqué. L'organisation de cette société modèle se traduisait également par une infrastructure administrative imposante, enveloppant chaque citoyen dans un réseau dense d'organismes et de comités. Le parti y distribuait les rôles, surveillait les comportements et orchestrait la vie publique dans les moindres détails. Cette présence massive engendrait un système parfois kafkaïen, où la bureaucratie semblait presque devenue un personnage à part entière. Mue dans ses procédures comme une mécanique nécessairement parfaite, mais enveloppée dans une complexité kafkaïenne aussi redoutée que reconnue. Néanmoins, cette omniprésence avait un effet ambivalent. Si certains percevaient la surveillance et la propagande comme étouffantes, d'autres trouvèrent réconfort dans cette continuité, dans cette certitude d'appartenance à une cause collective sacrée. La routine instaurée par les discours répétitifs, les cérémonies et les symboles multiples finissait par tisser une toile d'habitude qui apparaissait comme rassurante, un repère stable dans un monde en mutation. Ce paradoxe entre contrainte et sécurité n'était sans doute pas étranger à la longévité du système. Le rituel des rassemblements populaires, par exemple, s'imposait comme un moment où la société se manifestait pleinement sous la bannière unique du parti. Les célébrations et commémorations mobilisaient des foules considérables, lesquelles, au-delà de l'enthousiasme affiché, reproduisaient un ballet minutieusement réglé.
Le pouvoir s'y exhibait dans sa magnificence grandiose, mais aussi un peu théâtrale, presque surréaliste dans son exagération. Ce spectacle permanent renforçait le sentiment que le parti incarnait la force incontournable derrière chaque pas de la nation. Les jeux de mots et slogans édifiants étaient disséminés partout, sur les murs, dans les chansons, dans les conversations. Ces formules lapidaires, qui proclamaient la puissance indéfectible du socialisme, s'imprimaient si profondément dans l'imaginaire collectif qu'elles en devenaient une sorte de mantra. Il arrivait qu'une tranquille banalité s'installe dans cette propagande assidue, et qu'elle soit acceptée avec un mélange d'habitude et de distance amusée par certains, ce qui donnait à l'ensemble un parfum paradoxal d'absurde normalité. À travers cette analyse, il apparaît que la société soviétique, entre l'autorité rigide du parti et le quotidien des citoyens, se construisait sur un équilibre parfois fragile, fait de contrôle constant, mais aussi d'une forme particulière de vie, commune et de référence partagée. Ce cadre, à la fois pesant et familier, permettait de comprendre comment un système aussi totalisant pouvait perdurer aussi longtemps malgré ses évidentes limites et contradictions. Ces réflexions préparent le terrain pour observer comment, 20 ans plus tard, cet édifice gigantesque allait commencer à se fissurer. Il sera ainsi possible de poursuivre cette exploration avec l'examen des dernières années du régime. Quand les certitudes s'effritent lentement, que les discours officiels se modifient et que de nouvelles contradictions laissent apparaître des failles inattendues dans ce grand édifice soviétique. Les années de stagnation et l'effritement des espoirs. Les années 70 marquent une période où l'énergie initiale du grand projet soviétique semble s'atténuer sans pour autant s'éteindre complètement. Les discours officiels restent fidèles à leur tonalité triomphaliste, répétant inlassablement que l'Union soviétique avance vers de nouveaux sommets. Cette constance dans le message, presque mécanique, crée un contraste parfois cocasse avec la réalité visible pour tous, où le ralentissement économique devient évident. Les usines produisent plus lentement et les files d'attente persistent devant les magasins, témoignant d'une certaine inefficacité intégrée dans l'ordre social. Les plans quinquennaux continuent d'être proposés, avec leur ambition coutumière de transformer la société suivant un modèle rigide et planifié. Pourtant, ces plans, à force de promesses sur l'abondance future, semblent s'ébranler sous le poids d'une réalité qui résiste. La notion même de progrès se charge d'un parfum nostalgique à mesure que le temps passe et que les innovations se font plus rares. Ce paradoxe donne lieu à une atmosphère où la civilisation soviétique se trouve entre l'assurance du passé et l'incertitude d'un lendemain perçu avec scepticisme. La vie quotidienne des citoyens reflète cet état d'esprit oscillant. Les petites victoires, comme l'amélioration progressive de certains services publics, sont regardées avec un enthousiasme mesuré. Il faut pourtant saluer l'enthousiasme populaire qui persiste malgré tout, car il témoigne d'une résilience face aux difficultés. Les manifestations culturelles, les célébrations commémoratives, les portraits de héros ouvriers ou cosmonautes deviennent autant de moments où l'optimisme d'État se renouvelle, même si la substance derrière ces symboles semble se raréfier. La bureaucratie étatique, pilier intangible du système, continue d'exercer son influence avec une présence quasi théâtrale. Les réunions interminables, les directives officielles et l'omniprésence des comités offrent un spectacle où l'on pourrait presque oublier que la société va au ralenti. Cette organisation rigide, qui se voit à la fois comme une forteresse contre le chaos extérieur et une garantie d'ordre intérieur, finit par produire un effet d'absurde comique. La répétition des slogans joue ainsi un double rôle. Elle rassure les convictions officielles et souligne, par son insistance, la difficulté de concilier discours et pratique. Dans la sphère internationale, l'Union soviétique conserve un profil de puissance majeure, ce qui contribue à entretenir la fierté collective. Les succès sportifs, notamment aux Jeux olympiques, et les avancées scientifiques, comme l'exploration spatiale, fonctionnent comme des pirouettes médiatiques qui distraient des frictions internes. Cependant, cet éclat sur la scène mondiale ne dissimule pas le fait que le système fait face à des défis profonds, sous forme de pénurie, de stagnation technologique et d'un moral parfois vacillant. Les idéologues tentent de justifier cette période par la nécessité d'une stabilité consciente, arguant que la patiente construction du socialisme
ne peut avancer qu'à travers des phases de consolidation. Ce discours, bien que technique, ne parvient pas toujours à convaincre, notamment parmi les jeunes générations qui aspirent à plus d'ouverture et de diversité. Le gouffre entre les attentes officialisées et les expériences individuelles s'élargit peu à peu, créant un terrain propice aux interrogations sur la direction prise. Dans les foyers, les débats tournent souvent autour des ressources rares et des moyens de contourner les pénuries. L'économie parallèle se développe discrètement, illustrant l'ingéniosité quotidienne face aux contraintes imposées. Cette réalité informelle contraste avec les statistiques officielles qui continuent à dépeindre un tableau flatteur. Il est intéressant de noter que le système lui-même, à travers ses règles, génère cette dynamique paradoxale où créativité et conformité cohabitent. Les médias jouent un rôle crucial dans la construction de l'image officielle, diffusant des messages harmonieux qui louent les mérites de la société soviétique. Mais les auditeurs attentifs peuvent percevoir, entre les lignes, une tonalité différente, celle d'une époque où l'espoir fait place à une prudence teintée de résignation. La musique populaire et les films de divertissement servent aussi de soupape, offrant des moments de légèreté au sein d'un quotidien marqué par le poids des responsabilités collectives. Les élites politiques, chacune à leur rythme, tentent de maintenir la cohésion du système. Certaines réformes timides sont entreprises, essentiellement dans le domaine économique, sans toutefois bouleverser l'architecture centrale. Cette approche prudente reflète une volonté de ne pas compromettre les acquis, tout en reconnaissant une nécessité de changement. Cette ambivalence s'installe comme caractéristique structurelle d'une époque qualifiée parfois d'année de stagnation, où tout semble à la fois figé et en mouvement lent. Il convient également de mentionner les mythes créés autour de la vie soviétique, parfois employés comme outils de propagande. Par exemple, l'idée que la nourriture abonde dans chaque foyer est régulièrement affirmée, bien que les faits montrent une réalité plus nuancée, avec un approvisionnement inégal. Ces contradictions nourrissent une forme de folklore officiel, où l'exagération devient norme et l'ironie involontaire de ces affirmations confère un charme particulier à cette période. Par ailleurs, certaines innovations technologiques, bien que moins spectaculaires qu'auparavant, continuent d'émerger. Les projets dans le domaine énergétique et militaire illustrent une persistance dans la volonté de démontrer la supériorité du modèle soviétique. Cela crée une sorte de double réalité. D'un côté, une population confrontée aux petits tracas quotidiens. De l'autre, un État engagé dans des compétitions stratégiques majeures sur le plan international, avec des retombées sur la vie collective. Cette dichotomie renforce la complexité du moment, où l'image d'une société conquérante coexiste avec les signes visibles de fatigue. La question de la légitimité du modèle devient rapidement centrale dans certains cercles intellectuels et populaires. Cependant, l'accès à l'information est limité et la circulation des idées alternatives reste entravée, ce qui contribue à un certain enfermement mental, où la liberté d'expression est encadrée. Le sport, l'éducation et la culture restent des instruments majeurs pour façonner l'opinion publique. L'accent mis sur la formation scientifique et technique vise à préparer la jeunesse à soutenir les ambitions nationales. Simultanément, les manifestations artistiques continuent de bénéficier d'un cadre officiel, bien que la créativité soit souvent soumise à des règles esthétiques et idéologiques strictes qui favorisent la conformité aux normes sociales en vigueur. Au fil des années 80, des voix critiques commencent à émerger plus nettement, exprimant des préoccupations sur la viabilité à long terme du système. Ces opinions trouvent un écho dans des débats modérés, distribués dans certains milieux académiques et intellectuels, apportant un souffle nouveau qui contrarie les certitudes du dogme officiel. Ce phénomène marque le début d'une période où le doute remplace progressivement l'optimisme pratiqué auparavant. Une attention particulière est portée à la gestion des ressources naturelles, pilier essentiel de l'économie. La surconsommation et le manque d'entretien des infrastructures posent problème, contribuant à un déclin relatif difficile à inverser. Ce constat est souvent éludé dans les discours publics, où l'accent est mis sur les réalisations technologiques et la prospérité future attendue, créant ainsi une forme d'auto-persuasion collective. En résumé, la période décrit un équilibre fragile entre un maintien obstiné d'une image d'invincibilité et les signes croissants d'un affaiblissement sous-jacent.
Les contradictions internes finissent par s'accumuler, tout en conservant un certain attrait pour ceux qui restent attachés à l'idéologie révolutionnaire initiale. Le caractère parfois absurde de cette dynamique produit une ambiance unique, génératrice d'un mélange de nostalgie, d'humour involontaire et de réalisme décalé. Ce panorama invite à considérer l'Union soviétique de cette époque comme un géant dont les pas deviennent lassants, mais qui continue néanmoins à pavillonner avec conviction devant le monde. Le rideau ne tombera pas immédiatement, laissant place à un ultime acte où tension et espoir incertain s'entrelacent. Une transition subtile se prépare, prête à dévoiler les transformations à venir à l'aube de la dernière décennie, où le changement s'annoncera inexorable. Les réformes de Gorbatchev et les premiers craquements visibles. Au cours des années 80, le paysage soviétique s'est vu transformé par l'introduction des réformes connues sous les termes de perestroïka et de glasnost. Initiative portée par Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant du pays. Ces termes, qui signifient respectivement restructuration et transparence, marquaient un changement radical dans la gestion politique et économique de l'Union soviétique, contrastant nettement avec la rigidité dominante jusqu'alors. La perestroïka visait à revitaliser une économie stagnante en introduisant certains éléments d'économie de marché, bien que dans les limites très strictes du système socialiste. Ce projet, à première vue technique et pragmatique, ne tarda pas à provoquer des débats passionnés au sein même des cercles dirigeants. Volonté affichée de moderniser, elle s'accompagnait toutefois d'un encadrement minutieux qui rendait son application parfois lunaire. Parallèlement, la glasnost, avec son appel à plus de liberté d'expression et de communication, ouvrait une fenêtre sur le monde extérieur et la critique interne. Pour la première fois, les citoyens pouvaient entendre des discours publics sur des sujets naguère tabous, allant des erreurs historiques aux difficultés quotidiennes. Cette découverte d'une voix publique libérée engendra un mélange d'espoir et d'inquiétude, comme un doux souffle d'air frais dans une pièce longtemps confinée. Le résultat de ces réformes fut un cocktail complexe et souvent contradictoire. D'un côté, on vit l'émergence d'un dynamisme nouveau, des débats philosophiques et politiques jusque-là étouffés. De l'autre, la perte progressive du contrôle central entraîna un émiettement des certitudes, une confusion légitime et un certain flottement dans la gestion quotidienne. Ce contexte créa des situations parfois pour le moins cocasses, où des annonces officielles semblaient dépassées par leur exubérance même leurs auteurs. Voici que les affiches révolutionnaires, jusque-là imprimées avec une rigueur quasi militaire, se retrouvaient en de multiples versions, chacune plus colorée et expressive que la précédente, comme si la propagande se métamorphosait en art abstrait, sans perdre ni son message ni son autorité, mais suscitant malgré tout quelques sourires intérieurs. Des discours politiques furent prononcés où le sérieux de l'institution frôlait l'absurde, lorsque des mégalomanies propres à l'époque stalinienne ressurgissaient avec un clin d'œil à la modernité naissante. L'ouverture médiatique permit également la diffusion d'informations jusqu'alors interdites, révélant non seulement des vérités enfouies, mais aussi des exagérations et des mythes persistants. La population basculait ainsi dans un état partagé entre nostalgie pour la puissance retrouvée d'autrefois et perplexité face aux réalités nouvelles et parfois déroutantes. La supériorité technologique vantée dans la conquête spatiale devenait un art de patiente modification administrative qui prenait beaucoup plus de temps à s'installer que n'importe quel décollage d'engin spatial. Les sphères culturelles ne furent pas en reste. Le cinéma, la littérature et même les tracts distribués dans les usines accompagnèrent cette ambiance à la fois enthousiasmante et légèrement chaotique. On assistait à une floraison de créations invitant à reconsidérer l'histoire avec un brin d'humour et de recul inédit. Ces initiatives prenaient le contre-pied des traditionnelles assertions héroïques, donnant naissance à un type d'expression étonnamment léger, voire absurde, pour des sujets d'habitude dénués de cette fantaisie. Sur le plan international, l'apparente ouverture donnait à la fois une image de progrès et de fragilité à l'Union soviétique. Les dialogues nouveaux, intervenus dans un cadre jadis fermé, révélaient les tensions sous-jacentes, les espoirs déçus, mais aussi une certaine poésie propre à un empire en pleine métamorphose. On pouvait presque imaginer un grand vaisseau spatial ancien, dont les moteurs grésillaient tandis que l'équipage tentait, entre rires et soupirs,
de remettre en marche les commandes. Il ne faut pas oublier que l'idéologie et la propagande restaient omniprésentes, entretenant l'illusion d'une grandeur intacte malgré les secousses. Ces relents d'un classicisme à toute épreuve se mélangeaient à des images plus contemporaines, en un patchwork parfois surréaliste, digne des meilleures histoires de science-fiction bureaucratique. Les meetings politiques affichèrent les slogans légendaires, mais désormais avec une touche d'ironie involontaire, presque comme si l'uniforme soviétique flirtait avec le déguisement carnavalesque. En définitive, ces années furent celles d'une transition inédite, caractérisée par des pas en avant mêlés à des reculs parfois désarçonnants. Le système tout entier semblait pris entre la volonté honnête de rendre le pays plus moderne et la difficulté de rompre avec l'immobilisme d'un passé trop solidement ancré. Chaque tentative de réforme était autant un pari sur l'avenir qu'une revisitation d'un héritage trop lourd à porter. Ainsi, la perestroïka et la glasnost constituèrent un tournant majeur, un moment où la réalité soviétique devenait soudain étrange, mêlant l'autoritaire à l'absurde, la nostalgie à l'espoir. Cette ambiance particulière, à la fois sérieuse et cocasse, imprégna tout l'espace public, redéfinissant peu à peu le visage d'un empire dans ces dernières années. Tandis que ces transformations se déployaient, les fissures commençaient à apparaître. Les républiques constitutives affirmaient leur désir d'autonomie avec plus d'insistance. Les initiatives économiques prenaient des chemins divergents et contradictoires. Et les populations, confrontées à des changements rapides, oscillèrent entre enthousiasme et incertitude. Le rêve d'une union renouvelée se confrontait aux réalités concrètes d'une structure complexe, souvent trop rigide pour s'adapter rapidement. En arrière-plan, les traditions soviétiques continuaient à habiter les esprits et les institutions, avec leurs erreurs, leurs mythes et leurs charmes parfois grotesques. Cette coexistence surprenante entre l'ancien et le neuf donna lieu à des épisodes mémorables, où le poids de l'histoire faisait plus figure d'un fardeau exagérément porté que d'un patrimoine stabilisateur. Cet état hybride provoqua des scènes inattendues, entre discours pompeux, ponctués de phrases creuses, et conversations privées pleines de malice et d'ironie douce. Les membres du Parti communiste eux-mêmes, souvent pris dans l'étau de ces évolutions, tentaient d'adapter leur discours, en jonglant avec des notions parfois dépassées et des réalités en pleine mutation. La sphère économique ne fut pas en reste, avec des tentatives de redéfinir les règles du jeu, mais aussi avec des incompréhensions notables entre producteurs et consommateurs, entre planificateurs et exécutants. Des histoires relatant des pénuries improbables côtoyaient des élans d'optimisme excessif, produisant un effet à la fois comique et déconcertant. Dans les villes comme dans les campagnes, on vivait un moment suspendu où, à chaque coin de rue, juxtaposition étrange entre propagande et réalité tangible, se croisèrent les esprits curieux et les regards perplexes. Les écoles, les usines, les clubs culturels participaient tous à ce grand mouvement de redéfinition, insufflant parfois un souffle nouveau, parfois un râle étouffé. Au fil du temps, la lente mais inexorable accélération vers l'inconnu fit perdre pied à nombre de certitudes anciennes. Les radios réveils n'égrenaient plus seulement les nouvelles officielles, mais communiquaient aussi des bribes critiques et des informations inconnues il y a peu. Le public, désormais habitué à cette double couche d'informations, s'adaptait avec un étonnement mêlé de résignation. Ce cadre historique complexe, mêlé d'inventions bureaucratiques et de discours solennels, resta cependant marqué par un humour involontaire, une forme de comédie humaine où le sérieux se heurtait sans cesse à l'absurde. Dans cette ambiance, la grandeur soviétique semblait osciller entre authenticité et caricature, livrant une image à la fois fascinante et décalée. Cette période préfigurait déjà la fin d'une époque incertaine et brouillée, mais riche en enseignements sur la difficulté de transformer un système immense tout en conservant son identité. Lentement s'installait l'idée qu'une nouvelle page allait devoir s'écrire, en tenant compte des complexités révélées par ces réformes. Nous pourrions dire que la perestroïka et la glasnost ouvrirent non seulement des portes politiques et économiques, mais également les fenêtres sur un monde intérieur soviétique jusqu'alors méconnu. Ce faisant, elles offrirent une matière abondante pour la réflexion, ainsi qu'une source inépuisable d'anecdotes et de paradoxes qui se prolongeront dans les récits à venir.
Alors que ces premiers craquements visibles se faisaient sentir dans les murs épais de l'Union soviétique, les événements prenaient une tournure de plus en plus irréversible. Les prochains chapitres du récit nous conduiront au dernier temps de cette aventure historique, au moment où ces fissures allaient peu à peu devenir des fractures ouvertes, marquant la fin d'un monde et le commencement d'un autre. La chute d'un géant et la nostalgie ambiante. Les dernières années de l'Union soviétique se déroulent dans un tourbillon de transformations politiques et sociales, aux accents à la fois dramatiques et presque comiques. Malgré la gravité du moment, un certain charme paradoxal émane de ce déclin. Comme si la grandeur d'autrefois, désormais devenue démesurée, glissait lentement vers l'absurde. On observe un balancement délicat entre l'espoir et la nostalgie, marqué par des manifestations publiques contrastées et des discours aux accents d'un autre âge, où les slogans vibrants côtoient l'incertitude ambiante. L'étendue de l'Union soviétique, jadis perçue comme inébranlable, s'effrite peu à peu sous le poids de contradictions internes accumulées depuis des décennies. Les rites révolutionnaires du passé laissent place à une réalité plus prosaïque. File d'attente interminable, pénurie étonnante dans un pays censé produire tout en abondance, et un réseau bureaucratique qui, tout en restant impressionnant par sa complexité, semble désormais désorienté. Ces incohérences, souvent soulignées ironiquement par les citoyens eux-mêmes, participent à l'atmosphère étrange qui enveloppe la fin de cette époque. Le contexte international participe à cette dynamique, avec la guerre froide qui touche à sa fin et la montée en puissance de nouvelles idées économiques et politiques. L'ouverture progressive, symbolisée par la perestroïka et la glasnost initiée par Mikhaïl Gorbatchev, crée un climat d'expectative mêlé à une certaine inquiétude. L'émancipation des voix critiques, longtemps étouffée, donne lieu à des débats parfois houleux, mais également à des scènes inattendues où l'absurdité des anciens dogmes se révèle dans toute sa splendeur, suscitant des contrastes saisissants entre espoir et conservatisme rigide. Les symboles de l'Union soviétique, tels que le marteau et la faucille, omniprésents dans l'espace public, s'effacent progressivement sous les slogans plus neutres d'une société en transition. Pourtant, ces emblèmes continuent de porter une charge émotionnelle forte, attisant la nostalgie chez ceux qui se remémorent les rêves d'une société idéale, même si cette idéalisation se teinte désormais d'un brin d'ironie. La propagande omniprésente, jadis uniforme, laisse place à des formes multiples et contradictoires, témoignant d'un système en pleine mutation. Le calendrier officiel marque des dates symboliques qui rythment la fin de l'Union, notamment celle de la signature du traité de Belovezhskaya, qui met fin à l'existence même de cet État colossal. Cet acte, lourd de conséquences, s'accompagne de scènes inattendues où dirigeants autrefois rivaux se retrouvent dans des meetings à l'atmosphère assez surréaliste, donnant naissance à des images presque caricaturales, dignes d'une pièce de théâtre improbable. C'est dans ces moments que le paradoxe de la grandeur soviétique atteint son apogée. Entre drame et comédie, un empire s'efface. Dans cette ambiance, des millions de citoyens vivent une expérience collective mêlée de perplexité, parfois de résignation. Les habitudes culinaires, les modes vestimentaires et même les loisirs reflètent cette transition douce amère. Les anciens posters glorifiant la construction du communisme côtoient désormais les affiches vantant la nouveauté des produits importés, témoignant d'un changement d'époque. Ce mélange curieux d'images performe une sorte de collage visuel et mental, où passé et présent s'entrelacent, projetant un regard à la fois nostalgique et critique. À travers les régions, les disparités deviennent patentes. Certains territoires renouent avec leurs traditions locales, parfois en opposition frontale avec ce qui représentait l'autorité centrale. Ce réveil identitaire s'accompagne de manifestations culturelles et linguistiques, redéfinissant le paysage social dans une ambiance paradoxale. Un retour aux racines dans un contexte d'incertitude généralisée. Ce phénomène indique que la fin de l'Union soviétique ne signifie pas seulement la dissolution politique, mais aussi une recomposition profonde des identités. Le rôle des médias évolue de manière spectaculaire, passant d'un contrôle étroit à une relative liberté qui engendre une pluralité inattendue de points de vue. Les journaux, la radio et la télévision, longtemps monolithiques, deviennent des espaces d'expression variés. Pourtant,
Cette ouverture est parfois critiquée pour son caractère chaotique, contribuant à une impression de débordement où faits sérieux et anecdotes absurdes se mêlent. Ce paysage médiatique reflète parfaitement la complexité de cette époque charnière. Les anecdotes remarquables sur cette période foisonnent et illustrent bien le caractère improbable de la fin de ce géant. Par exemple, la persistance de certaines pratiques en apparence archaïques dans une société prétendument moderne, ou l'obsession pour des records sportifs et technologiques qui deviennent autant d'exutoires pour un pays confronté à ses limites. Ces détails, parfois risibles, traduisent la difficulté à conjuguer le poids de l'histoire avec les exigences du présent. Enfin, le souvenir de l'Union soviétique continue d'habiter les esprits avec une force inédite, oscillant entre admiration nostalgique et critique acerbe. Ce mélange d'émotions pourrait se comparer à la douce mélancolie d'une époque révolue, dont l'héritage complexe influence encore nombre de réalités contemporaines. Cette ambivalence, nourrie par le contraste entre les promesses anciennes et les réalités actuelles, façonne encore la mémoire collective et invite à une réflexion profonde sur les cycles historiques. Ainsi, ce chapitre de l'histoire se referme sur une note où grandeur et absurdité s'entrelacent, offrant un tableau fascinant et paradoxal. Ce mélange d'évolution et de disparition, de rigueur et d'absurde, invite à comprendre comment un géant peut doucement s'effacer dans une ambiance à la fois solennelle et surréaliste, prélude à des transformations que la suite du récit développera davantage. Héritage et légende du soviétisme dans le monde contemporain. Le legs de l'Union soviétique imprègne encore aujourd'hui bien des aspects de la société contemporaine, qu'ils soient culturels, politiques ou même symboliques. Après la révolution d'octobre 1917 et la naissance d'un État qui ambitionnait de refaçonner le monde selon ses propres lois, plusieurs décennies ont vu se succéder des transformations qui continuent de marquer les esprits. Ce passé, tout à la fois glorieux et contradictoire, se déploie dans la mémoire collective avec une sorte de gravité mêlée à une légère ironie. Les rues nommées d'après les héros de la Révolution et les statues toujours dressées rappellent une époque qui a parfois suscité l'admiration, parfois la crainte. Le récit héroïque de la construction du socialisme, avec ses plans quinquennaux qui promettèrent la lune et souvent offraient un peu moins, est resté gravé dans l'imaginaire comme une épopée à la fois admirable et légèrement décalée. Le culte de la personnalité autour de certains dirigeants, entre prospérité vantée et absurdité parfois visible, offre une matière inépuisable à la réflexion. Plusieurs décennies durant, le pouvoir soviétique a imposé une vision du monde bien précise, où chaque citoyen devait endosser un rôle majeur dans la grande machinerie socialiste. Les chansons populaires, les affiches aux slogans immuables et les films patriotiques ont été autant de vecteurs qui façonnaient une identité collective fragile et déroutante. Cette construction d'un réel autre a produit des clichés dont la force réside dans leur simplicité apparente et leur omniprésence. Pourtant, derrière cette façade d'uniformité, des paradoxes étonnants ont persisté. Parmi eux, la place réservée à certaines traditions anciennes, folkloriques ou même religieuses, qui survivaient sous une chape de fer idéologique sévère. Cette cohabitation déroutante illustre l'aptitude surprenante des sociétés à mêler rigueur et bricolage de l'imaginaire. Ainsi, les cérémonies officielles côtoient des célébrations plus modestes, voire secrètes, qui parlèrent d'un autre rapport au temps et à la mémoire. L'effondrement du système en 1990 est un moment clé, point final d'une histoire complexe qui avait englouti tant de rêves et posé tant de questions. Le démantèlement de l'Union a donné lieu à une recomposition du paysage politique mondial, tout en suscitant un retour nostalgique qui continue d'agiter les esprits. Cette nostalgie, parfois teintée d'idéalisme ou d'amertume, témoigne d'une volonté de saisir ce qui semblait appartenir à un monde perdu, mais toujours vivant dans les récits. On observe aujourd'hui une fascination certaine pour certains symboles soviétiques, qu'ils soient promus comme éléments d'identification ou simplement comme objets de curiosité. Les icônes graphiques, les monuments imposants et les reliques d'une époque pionnière dans l'art de la propagande sont devenus des objets de collection ou des sujets de réflexion esthétique. Ils s'inscrivent dans un jeu subtil entre mémoire et oubli, reconnaissance et contestation. La politique contemporaine de plusieurs pays successeurs
reflète également cette ombre portée du passé. Sans exception, un modèle économique et sociopolitique conçu à Moscou inspire encore certaines idées, qu'elles soient explicitement revendiquées ou simplement ravivées par des discours parfois inattendus. Des mouvements politiques revendiquant une continuité idéologique donnent à voir la persistance d'un monde en quête de repères, oscillant entre héritage lourd et désir de renouveau. Dans la sphère culturelle aussi, le retour des récits soviétiques s'exprime avec force. Films, romans, documentaires revisitent cette période à travers un prisme oscillant entre critique et fascination. Ce dialogue avec le passé offre une tonalité particulière, où la distance ironique permet de dépoussiérer des clichés tout en redessinant des contours souvent flous. C'est ainsi qu'un mélange singulier de respect pour l'effort humain et d'humour doux amer voit le jour. Les anecdotes absurdes et les exagérations volontaires sur la grandeur soviétique abondent et participent à cette atmosphère singulière. Par exemple, l'idée selon laquelle chaque citoyen aurait théoriquement dû être capable de maîtriser à la fois la métallurgie et la poésie classique, même quand la répartition géographique empêchait souvent ces développements, illustre à merveille le décalage constant entre ambition et réalité. Ce décalage confère une saveur toute particulière à l'héritage historique. En somme, ce panorama du legs soviétique dans le monde contemporain mérite une lecture à la fois calme et attentive. Il s'agit moins de juger que de comprendre comment des images, des discours et des pratiques ont réussi à s'infiltrer durablement dans le tissu social. Ce phénomène dépasse largement le cadre politique pour toucher à des sphères émotionnelles et culturelles, où l'exagération et la nostalgie se mêlent au réalisme souvent dur des faits. Cette approche permet de contourner les passions classiques et d'adopter une posture où l'ironie douce remplace la polémique. La mémoire collective se déploie ainsi comme un espace vivant, fait de récits emportés à la fois par le poids des structures et le souffle léger des interprétations. C'est un entrelacement permanent entre gravité et cocasserie, sérieux et dérision, qui rythme la compréhension progressive. Enfin, cette réflexion sur l'héritage soviétique invite à envisager les prochaines étapes de la confrontation avec ce passé. Loin d'être figée, cette mémoire s'ajuste aux transformations sociales et politiques actuelles, réinterprétées par de nouvelles générations. Les récits abondent, les images persistent, mais la distance critique s'accompagne d'une forme de tendresse tranquille pour un système qui, malgré ses contradictions, a marqué durablement l'histoire. À l'échelle individuelle, cette nostalgie se traduit parfois par des rêves éveillés, où le souvenir d'une grandeur supposée côtoie parfois les images étranges d'un quotidien aux règles souvent absurdes. Ces visions, irrésistiblement captivantes, composent une sorte de berceuse paradoxale pour des esprits en quête de sens. Elles servent aussi de fond sonore à une époque qui se quitte doucement, tout en préparant l'entrée dans les récits à venir.